en vigueur, de rôle, etc., on fera une session beaucoup plus interactive. On va laisser une grosse part à l'échange, aux questions, sur la base de ce que nous aurons vu, euh, et vous permettre un peu de poser un peu vos cas, vos difficultés, vos situations, pour voir un peu à quoi vous serez soumis dans le cadre du RDE. Donc vous voyez, il y a la conversation dans le Tips, oui, c'est là où vous pouvez mettre quelques remarques, mais surtout, il y a une option Q&R, questions et réponses, dans lequel vous pouvez aussi, au fur et à mesure, par exemple, de la petite présentation que l'on va faire, poser vos questions, comme ça on les garde sous le coude, et puis on y répondra par la suite. Je ne sais pas si, Alessandra, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est Voilà. parfait. J'étais en train d'accepter les autres participants. Voilà. Vas-y, je te laisse présenter la suite des autres webinaires Oui, et voilà. j'accepterai. Donc, comme le disait Caroline, on a prévu des ateliers donc, qui sont portés par la TIBT et LCB. Et donc là, ça serait le premier opus bah, voilà, d'un atelier vraiment pratique. C'est vraiment le but, c'est que les sessions soient interactives. C'est-à-dire qu'on fasse une petite présentation de 5-10 minutes et après vraiment qu'on prenne votre question, pour, tenter d'y répondre et voilà et par thématique. Donc là, on ouvre la session sur le rôle des acteurs. En gros, qui fait quoi, dans le cadre du RDE. Évidemment, on pourra prendre des questions sur d'autres thématiques du RDE si vous voulez les poser dès maintenant et on a prévu d'autres ateliers. Par exemple, l'atelier du 8 avril sur le système d'information. Donc là, on fera une petite présentation, voilà, de 5-10 minutes, pour vous montrer comment créer un compte, créer une déclaration de diligence raisonnée et après, on évoquera avec vous les cas pratiques, c'est-à-dire, est-ce que je fais une déclaration de diligence raisonnée par camion, par lot, sur plusieurs produits? Comment je garde la traçabilité de ma chaîne d'information sur, les numéros de référence et de vérification DR. Enfin, voilà, vraiment dans du pratique. On essaiera de vous aider au mieux et si on n'arrive pas dans la foulée de l'atelier, bah, de prendre les questions et puis continuer à travailler, peut-être avec le ministère, en tout cas avec un groupe de travail, institutionnel. Un atelier encore, prévu en avril, donc le 24 avril, là qui sera vraiment sur un atelier des points de géolocalisation. C'est-à-dire, c'est surtout si vous êtes premier metteur en marché et que, vous voulez, analyser les points de géolocalisation, soit que vous recevez, voilà, d'un gestionnaire, situé en Europe, soit, extra-européens et que vous voulez les récupérer et les analyser. Donc, voilà, le but c'est de faire, un atelier pratique, là-dessus. Pour le mois il est aussi ouvert, évidemment à tous ceux qui sont commerçants ou un peu en aval dans la chaîne, d'approvisionnement. Le but étant, de voir comment, font les premiers metteurs en marché, enfin et pour pouvoir les challenger. Il y aura un atelier, en mois de mai, donc là, on n'a pas encore la date, mais on va bientôt le le bloquer parce qu'il y a quand même pas mal de jours fériés au mois de mai, qui sera un atelier d'analyse de risque de déforestation et de dégradation. C'est-à-dire, bon, bah, voilà, dans un système de diligence raisonnée, c'est-à-dire dans une méthodologie d'évaluation des risques, comment je vais faire pour analyser, qu'il n'y a pas de risque de déforestation et de dégradation? Donc là, ça fera un lien, un pont avec l'atelier du 24 avril sur les points de géoloc, surtout pour la déforestation et pour la dégradation, voilà, on se basera sur des documents de gestion et cetera et on verra avec un cas pratique et on prendra vos questions, vos réponses et on essaiera, pardon, d'y répondre. Et après, enfin au mois de mai-juin, donc on va définir la date. Donc là, ce sera plutôt un événement, LCB où on vous présentera parce que je rappelle que LCB, on fournit un système de diligence raisonnée à nos membres, jusqu'à présent et qui était par rapport au règlement bois de l'Union européenne et là, on est, en train de le réviser pour que, voilà, ils prennent en compte les obligations, les exigences du RDIE et qui s'appliquent à la fois aux premiers metteurs au marché sur le marché, pardon, mais également une procédure propre pour, ceux qui sont en aval dans la chaîne d'approvisionnement comme, les opérateurs en aval, donc on verra la définition d'opérateur en aval et les, commerçants. Voilà pour Alors, on va le rentrer. calendrier. Oui, voilà, le calendrier, on rentre dans le vif du sujet. Vas-y. Voilà, sur le calendrier de mise en œuvre. Donc, on a fait plusieurs points d'alerte. Je rappelle qu'on a une news hebdomadaire, donc, à la fois à TIBT et LCB, où on fait souvent des news et là, toutes les semaines, quasi, il y a un article sur le RDE. Donc, on a pu publier à plusieurs moments le calendrier de mise en œuvre, pardon. Et donc, je rappelle qu'il s'applique à partir du 30
décembre 2025, donc à la fin de l'année, pour les moyennes et grandes entreprises. Et à partir du 30 juin 2025 pour les micros et petites entreprises. Voilà, et il y a pas de différence en termes de catégorie d'acteurs. C'est-à-dire que si je suis, considérée comme micro ou petit et que je suis premier metteur en marché, eh bien, ça sera à partir du 30 juin 2026. Évidemment, pour des questions de ça, c'est ce que dit le règlement, mais si vous voulez vous conformer, au RDE à partir du 30 décembre, il y aura pas de problème, tout sera opérationnel pour que vous le fassiez avant. Peut-être que ça peut faciliter vos relations avec vos fournisseurs ou clients. Voilà, pour rappel, le RBE, Règlement Bois de l'Union européenne, sera abrogé au même moment. Bah, c'est assez logique. Dès que le RDE rentre en application, et bah, ça abroge automatiquement le RBE. En tout cas, pour tout ce qui a été, tout ce qui est récolté, avant l'entrée en vigueur, donc je rappelle qu'il y a une différence pour le RDE entre l'entrée en application et l'entrée en vigueur, vu que le texte réglementaire a été publié en juin 2023, et bien, en fait, dès qu'on publie un texte réglementaire, il rentre en vigueur. Donc c'est ça l'entrée en vigueur. Donc tout ce qui a été récolté avant l'entrée en vigueur, c'est-à-dire avant juin 2023, eh bien, pour tout ce qui sera mis sur le marché jusqu'au 31 décembre 2028, ça restera sous le scope du RBE, Règlement Bois de l'Union européenne, c'est-à-dire on regarde que la légalité des bois et le plus gros responsable, l'acteur qui sera le plus responsable, ça sera le premier metteur en marché. Par contre, pour tout ce qui a été, récolté avant l'entrée en vigueur, mais qui sera commercialisé après le 31 décembre 2028, il faudra être conforme, au règlement déforestation. Bon, on se rend compte que dans ces cas de mesure, vu qu'il y a eu un délai encore d'1 an, eh bien ça sera rare que l'on va mettre, sur le marché, des bois qui ont été récoltés avant la date d'entrée en vigueur. De Il y a 2023. un autre cas de figure. C'est pour tout ce qui sera sous stock. Donc je te laisse, peut-être dérouler Caroline, s'il te plaît. Ouais, j'arrive. Voilà, donc là on a rajouté un petit slide pour bien que vous ayez ça en tête. C'est-à-dire qu'il y aura aussi un régime applicable aux produits qui ont, été, qui seront en stock, pardon, chez vous ou chez vos fournisseurs avant l'entrée en application du RDE. Évidemment, pour tout ce qui est en stock, voilà, ça sera toujours sous le scope de l'ancienne réglementation. Donc par exemple, si on prend le RBE, vous aurez des justificatifs à demander parce qu'effectivement vous, si vous êtes le client, et que vous achetez, des produits qui ont été sous stock avant et mis, en marché avant les dates d'application, il faudra que vous demandiez des justificatifs à vos fournisseurs. Pour des produits, qui ont été d'importation, leur demander un bill of lading, en fait un bon de chargement pour vérifier que voilà, c'est parti au bateau avant les dates, d'entrée en application du RDE, et pour les produits intra-européens, bah, il faudra prouver la date de production. Voilà pour ces régimes, en tout cas les dates, les mises en œuvre, et on pourra en reparler, si vous voulez. Petite question, Alessandra, Oui, moi, j'ai pas la réponse. Que se passe-t-il? Donc, les opérateurs, le premier metteur en marché, il a des produits effectivement qui ont été récoltés avant juin 2023, mais il les met il les met en 2026 sur le marché. Que se passe-t-il si son client lui demande des informations alors que lui-même, le client, est concerné par le RDUE? Il va lui demander les informations. Enfin, est-ce qu'il peut, le client de cet opérateur reste aussi sous les règles du RBE jusqu'au bout, en fait. Ce produit bois, il va rester oui, sous les règles du RBE tout oui, au long de sa voilà, c'est chaîne. ça. C'est pour Ouais, ça qu'il faut demander bien les justificatifs. Pour bien montrer que, bah, en fait, ils étaient pas sous le joug, encore sous le scope du RDE, mais bien sur l'ancienne réglementation, et donc il faudra qu'ils conservent tous ces documents, pour même les donner, bah, à son client. très bien. C'est un peu comme les dynamiques, CITES. Je sais pas Mm, si, voilà, si, d'autres, entreprises ont ça en tête, mais voilà, il faudra bien prouver que c'est le régime antérieur. très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser d'ores et déjà dans la session questions et réponses. Et on pourra y revenir aussi à la fin de notre présentation avec la grande session de questions-réponses en direct. Alors la suite, c'est
les critères de catégorisation des entreprises. Alors là, il y a déjà une petite subtilité à comprendre. C'est-à-dire que dans le règlement, il y a micro, petite, moyenne, grande entreprise. Et ce ne sont pas forcément les mêmes catégories qui sont utilisées pour les mêmes choses. C'est-à-dire que pour le calendrier de mise en œuvre, il y a une différence entre micro et petite et moyenne ou grande. Alors que pour les exigences de mise en œuvre, il y a une différence entre micro, petite, moyenne et grandes entreprises. Donc, il y a une petite subtilité là-dedans. Les moyennes entreprises se retrouvent comme des grandes entreprises pour la date de mise en œuvre, mais se retrouvent comme les petites entreprises pour certaines simplifications d'exigences. Donc, ça, il faut bien avoir ça en tête. Il y a une petite subtilité. Donc, voilà les critères qui catégorisent en fait les entreprises. C'est repris dans une directive de l'Union européenne, la 2013-34 UE. Donc, cette directive donne des seuils en termes d'effectifs du personnel, de chiffre d'affaires et de bilan, de résultats, et en fonction de ces seuils, classifie en 4 catégories. Donc, par exemple, une micro-entreprise sera considérée comme, enfin, une entreprise sera considérée comme micro-entreprise si elle a au moins elle répond à au moins 2 des critères de micro-entreprise, c'est-à-dire soit moins de 10 salariés et un chiffre d'affaires de moins de 900 000 euros, soit moins de 10 salariés et un bilan, un résultat de moins de 450 000 euros. Donc, c'est 2 des 3 critères à chaque fois. Donc, 4 catégorisations, micro, petite, moyenne et grande, qui sont préconisées par enfin, en tout cas, le règlement, le RDE fait appel à cette directive de l'Union européenne. Alors, attention, parce que ça, c'est les exigences minimum, enfin, en tout cas de base du RDE. Il faut savoir que cette directive sur laquelle s'applique le RDE, la directive 2013-34, est intégrée par chaque État membre dans sa propre réglementation. Donc, chaque État membre peut avoir ses propres critères, à condition de respecter à minima ceux de la directive. Et donc, il faut, dans ces cas-là, se rapprocher de vos autorités compétentes pour savoir s'il y a eu une transcription différente de la directive dans le cadre de votre réglementation nationale. Donc, on va passer à la suivante, qui présente notamment ce qui se passe en France. Je te laisse, Sandra. Oui, voilà. Donc, comme le disait Caroline, donc c'est une directive européenne, mais qui doit être intégrée dans les réglementations des États membres. Donc là, on va prendre le scope sur la France. Et donc, c'est dans un décret de 2024 où il y a les seuils pour les entreprises individuelles, en fait, qui sont les mêmes que pour la directive européenne. Là, il n'y a pas de changement. Ce qu'on va regarder, c'est pour le calendrier d'application, en fait, il faudra regarder si vous ne dépassez pas des 3 critères pardon, de petite entreprise. Et pour les obligations, il faudra regarder si vous ne dépassez pas 2 des 3 critères pour les moyennes entreprises. Donc là, c'est exactement les mêmes chiffres et les mêmes seuils qui sont utilisés. On l'a mis en évidence pour la slide d'après pour les groupes. Parce que si vous êtes un groupe, c'est-à-dire que, en fait, voilà, une entreprise, c'est une entreprise économique et donc soit ça peut être une entreprise individuelle, soit ça peut être un groupe d'entreprises. Je te laisse passer à l'autre slide, enfin, en tout cas, je ne le vois pas. Et donc là, il faudra voir Pour les des groupes. autres seuils, voilà, pour les groupes. Donc il faudra prendre les chiffres consolidés pour effectuer, bah, voilà, qui prend l'effectif total, les chiffres d'affaires cumulés et le bilan comptable. Et donc là, on l'a mis en exergue parce que c'est pas exactement les mêmes seuils que celles de la directive européenne. Ils sont un peu plus élevés, donc il faudra bien regarder pour les dates d'entrée en application pour le petit groupe, ça sera la première ligne à regarder. Il ne faudra pas dépasser 2 des 3 critères. Et pour les obligations, vous le verrez, on va en reparler. Il y a des obligations qui ne sont pas les mêmes en fonction qu'on ait une PME ou une non-PME. Et donc là, pour le groupe, c'est pareil, il faudra regarder les critères des groupes moyens et de ne pas les dépasser, sinon on devient une non-PME. Voilà. Donc, voilà pour cette catégorisation des entreprises qui va amener à savoir, d'une part, quand est-ce que vous êtes concerné par la date de mise en œuvre, quelle date de mise en œuvre vous êtes concerné, et qui vous donnera aussi quel niveau d'exigence, à quel niveau d'exigence vous êtes soumis en fonction d'une diligence raisonnée complète ou simplifiée ou pas de déclaration, etc.
Donc, pour cette partie-là, en fonction de la catégorie, nous vous proposons une présentation des différents types d'acteurs dans ce règlement. Parce qu'on parle communément des opérateurs et des commerçants, mais en fait, il y a un peu plus de subtilité en fonction de sa place dans la chaîne d'approvisionnement, en fonction de sa taille, etc. Donc, voilà un peu les différents types d'acteurs qu'on a pu identifier. Il y a d'abord ce qu'on appelle les opérateurs amont, c'est-à-dire les tout premiers à mettre le produit sur le marché de l'Union européenne. Il peut s'agir d'un exploitant forestier ou d'une scierie européenne qui s'approvisionne dans des forêts européennes. Ça peut être des importateurs qui importent des produits bois, de produits venant de l'extérieur de l'Union européenne. Ces opérateurs-là, qu'ils soient petits ou gros, ils sont soumis à toutes les exigences euh, du, du, du RDIE. Ensuite, on peut identifier d'autres opérateurs qui sont les opérateurs en aval, c'est-à-dire ceux qui sont après les tout premiers, ceux qui viennent tout après les opérateurs amont. Et là, il y a une différence entre grands, c'est-à-dire non PME, et PME. Donc, ces opérateurs en aval sont considérés comme opérateurs à partir du moment où ils mettent un nouveau produit sur le marché de l'Union européenne. C'est la différence du premier metteur en marché. Là, c'est un nouveau produit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est considéré comme opérateur si entre le code douanier des approvisionnements et le code douanier du produit final vendu, il y a une différence de code douanier. C'est-à-dire qu'un truc basique, une menuiserie, il approvisionne du bois massif, des débités ou autres. Donc, c'est un code douanier. Il fabrique ses fenêtres, il vend le produit fenêtre, c'est un autre code douanier. Il devient opérateur parce que ce n'est plus le même produit en entrant et en sortie. Et donc, ces grands opérateurs qui sont donc en aval, eh ben, les grands sont soumis aux exigences du RDIE, les PME n'y sont pas soumis, on va le voir par la suite. Enfin, en tout cas, pas aux mêmes exigences. Ensuite, troisième typologie, les commerçants, c'est-à-dire ceux qui ne mettent pas, qui ne mettent pas qui ne mettent pas en marché un nouveau produit, mais qui ne font qu'acheter et vendre le même produit, même code douanier achat, même code douanier vente. Eux sont considérés comme des commerçants. Et là aussi, il y a des différences entre des commerçants qui sont non PME et des commerçants qui sont PME. Deux autres catégories, les exportateurs, puisque le RDE a cette particularité d'intégrer également les exportateurs. Les exportateurs, c'est comme les opérateurs amont, ils sont concernés par toutes les exigences, peu importe qu'ils soient petits, enfin non PME ou PME. Et puis, il y a une autre catégorie qu'on appelle les mandataires. Donc, on vous le présentera par la suite, mais les mandataires sont en fait des opérateurs ou des grands commerçants ou des grands opérateurs qui peuvent agir pour le compte de petits PME qu'ils ont en approvisionnement, enfin en fournisseur. On verra après dans un schéma, ça sera peut-être plus clair. Donc, est-ce que je te laisse présenter, Alessandra, la première catégorie. Donc, on voit la première catégorie d'acteurs, c'est les opérateurs amont et exportateurs. Voilà, donc les opérateurs amont, c'est les premiers metteurs en marché et ça peut être aussi les exportateurs. Donc, comme le disait Caroline, ils ont à peu près les mêmes obligations, qu'elles soient non PME ou PME. En tout cas, c'est bien vrai pour leur première obligation, qui est d'avoir un système de diligence raisonnée. C'est-à-dire, en fait, d'avoir une méthodologie d'évaluation des risques, car la réglementation est basée sur, une évaluation des risques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un système de diligence raisonnée? C'est une procédure, une méthodologie et pour ça, en fait, elles doivent collecter des données. Donc pour les pays qui sont classés oui, parce qu'en fait, il y a aussi un benchmarking. Donc la Commission européenne va mettre en place une analyse comparative des pays, donc un benchmarking, pour classer les pays en fonction de 3 critères. Donc les pays à risque faible, les pays à risque standard, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore été évalués par la Commission européenne et les pays à risque élevé. Cette classification, en fait, sert à, mettre des obligations un peu plus faibles pour les pays à risque faible, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de faire un système de diligence raisonnée simplifié. C'est-à-dire que eux, leur système de diligence raisonnée, qui s'appuie sur la collecte, va que s'appuyer sur la collecte des données. Donc, une fois qu'ils ont eu enfin,
enfin, ils ont fait la collecte de données, pardon, et ben, leur système s'arrêtera là, c'est leur procédure. Parce que la Commission européenne a donné la preuve qu'il n'y avait pas de risque de déforestation, de dégradation, d'illégalité particulière. Donc, en gros, l'entreprise n'aura pas à continuer son évaluation des risques et du coup à faire l'évaluation des risques et l'atténuation. Pour les pays qui seront classés en risque standard ou élevé, c'est-à-dire les pays qui n'ont pas été encore évalués par la Commission européenne et ceux qui ont été évalués comme étant un risque élevé en termes d'illégalité, de et déforestation ou de déforestation. dégradation des forêts, eh bien, eux, ils devront continuer la procédure de diligence raisonnée après avoir collecté les informations. Donc, ça ne s'arrêtera pas juste à une collecte d'informations. Il faudra qu'ils évaluent le risque et également qu'ils atténuent les risques s'il y a des risques. Voilà pour le système de diligence raisonnée. Pour la Oui, première, donc je pense que c'est la slide suivante, oui, pardon. pour la déclaration de diligence raisonnée. Donc, les opérateurs amont et exportateurs ont également une obligation de déclaration de diligence raisonnée. Je vois toujours pas la slide, mais bon, c'est pas très grave. Ah, En fait, la déclaration de diligence raisonnée, c'est faire une déclaration sur le site de la Commission européenne qui est hébergé par Traces, qui s'appelle un système d'information. Et donc là, après avoir fait votre évaluation des risques, donc votre méthodologie de système de diligence raisonnée, là, vous devez le déclarer sur le système d'information de la Commission européenne. Je vois toujours pas le slide, je ne sais pas si ça a c'est vrai, bugué. j'espère que vous la voyez parce qu'elle est passée. Je crois Donc, que c'est que ça, 3. moi, ça s'est figé. Bon, je sais pas. En tout cas, je peux vous le dire Ah, tout le monde la voit? Donc c'est que pour moi que ça s'est figé. OK. Bon, bah, tant mieux, mais je vois. OK, d'accord. Et bien, donc du coup, il faudra faire sa déclaration de diligence raisonnée, donc mettre les informations, à qui on a acheté, à qui on a vendu, le code douanier, l'essence, le nom scientifique, de l'essence, le kilogramme, donc en fait l'unité de mesure, du produit, le nom commercial du produit, les données de géolocalisation et cocher une box, enfin un petit encart qui dit que vous avez bien fait votre système de diligence raisonnée avant de faire votre déclaration de diligence raisonnée. La plateforme de l'Union européenne vous donnera un numéro de référence, et un numéro de vérification que vous devrez délivrer à vos clients. Bon, je l'ai fait un peu à l'aveugle. Caroline, si toi Oui, tu je vais vois compléter. les slides, Je hésite vais pas à compléter. compléter. Oui, je complète juste. Donc, pareil, toujours sur cette catégorie d'acteurs, hein, donc les opérateurs amont, les importateurs, les exportateurs qui sont soumis à tout, peu importe leur taille. Diligence raisonnée, différente en fonction de la catégorie d'approvisionnement. Déclaration de diligence raisonnée. Et troisième chose, là, il y a une petite différence entre non-PME et PME. Cette notion d'organisation et de rapportage, pour les entreprises qui ne sont pas considérées comme des PME, c'est-à-dire les grandes entreprises, les grands opérateurs, ils ont l'obligation également de nominer un responsable de conformité au RDIE, de tenir un registre de la procédure de diligence raisonnée mise en œuvre dans leur entreprise et de publier un rapport annuel de leur diligence raisonnée. Donc ça, c'est la petite différence qui subsiste pour cette catégorie d'acteurs entre PME et non PME. Merci Caroline, je voyais pas, à quel slide tu étais, donc du coup je m'étais arrêtée, à la déclaration de diligence raisonnée. Du coup, je vois Je toujours pense, pas, mais je te laisse, tu vois pas, continuer. bah, je passe Voilà. à la deuxième grande catégorie, ce sont tout ce qui est opérateurs et commerçants en aval, petits ou grands. Est-ce que tu veux que je présente? Donc, je vais continuer. Donc, pour cette catégorie d'acteurs, donc les opérateurs qui ne sont pas amont, mais qui viennent après, et pour les commerçants. Alors là, il y a des différences entre PME et non PME. Les non PME, c'est-à-dire les grands, ont l'obligation de mettre en place la diligence raisonnée, en vérifiant, toutefois en ayant cette subtilité qui est de vérifier que la diligence raisonnée a été exercée précédemment. C'est-à-dire que, bon, c'est là où c'est un peu subtil. On peut se reporter à ce qui a été fait avant, mais le grand opérateur ou le grand commerçant reste quand même responsable du résultat de cette diligence raisonnée. Alors, comment ça va se mettre en place? Ça veut dire de la transparence entre un fournisseur et son client.
Si c'est compliqué, ça veut dire que le grand opérateur ou le grand commerçant aura tout de même le besoin d'aller faire sa propre diligence raisonnée, mais il est possible de se référer à ce qui a été fait précédemment, tout en restant responsable du résultat et de la conclusion de cela. Pour les PME, il n'y a pas, pour tous les opérateurs ou les opérateurs aval et commerçants aval, il n'y a pas vraiment de diligence raisonnée. On ne peut pas dire qu'ils ont à appliquer un système de diligence raisonnée. Ils sont soumis à une collecte d'informations. Ils sont collecteurs d'infos, c'est-à-dire collecteurs des informations du fournisseur, en fait, leur nom, leur adresse, etc. Ils collectent la référence des déclarations de diligence raisonnée de leurs approvisionnements, donc qui récupèrent auprès de leurs fournisseurs. Et ils tiennent aussi à jour la liste des clients à qui ils ont vendu. Tout ça pour quand même maintenir un lien entre fournisseurs et clients, sans pour autant devoir réaliser la diligence raisonnée. Donc ça, c'est une grande différence entre non-PME et PME dans le règlement. Toujours pour cette catégorie d'acteurs, la déclaration de diligence raisonnée. Les grands opérateurs, ceux qui ne sont pas PME, sont soumis à déclaration de diligence raisonnée quand ils vont mettre le produit sur le marché. Donc, il faut à nouveau se connecter au système trace de l'Union européenne, rentrer les informations, donc description du produit, etc., les volumes, les quantités et autres, le pays de production. En revanche, à cette étape-là, il n'y a pas d'obligation de saisir les données de géolocalisation, puisqu'elles seront déjà reprises dans les déclarations de diligence raisonnée des approvisionnements. Donc ça, tout ça ne vaut que s'il y a déjà eu déclaration de diligence raisonnée précédemment chez les fournisseurs. Donc, en effet, la Commission européenne a répondu à une attente du marché qui était de dire comment peut-on respecter le droit des affaires en ne divulguant pas finalement ses sources d'approvisionnement. Donc, ça a été accepté. Et donc, maintenant, dans le système de l'Union européenne, le système informatique, il sera possible de cacher, pour le premier opérateur, de cacher les informations de géolocalisation. Elles seront transmises automatiquement dans le système, mais non visibles pour les différents maillons qui suivent. Et il faudra aussi, dans cette déclaration, reporter les numéros de déclaration de diligence raisonnée de tous les approvisionnements qui ont permis de produire le produit qui sera vendu. Concernant les PME, pas de déclaration de diligence raisonnée à leur niveau. Et enfin, toujours ces petites exigences supplémentaires en termes d'organisation et de reporting. Les non-PME, les grandes entreprises sont soumis toujours à la mise en place d'un responsable RDE, à la publication d'un rapport et d'un registre des procédures. Voilà pour les différences entre ces différents types d'acteurs. Alors, je ne sais pas, Alessandra, où est-ce que tu en es, mais je peux passer Oui. à la slide suivante qui est Peut-être un Caroline, petit... juste il y a une Oui, question, oui, on va peut-être répondre à une question oui, pendant le défilé. vas-y. Donc il y avait une question justement sur, pour un opérateur aval, quelles doivent être ces preuves de diligence raisonnée déjà soumises avant? En fait, c'est comme a commencé à le dire, Caroline là dans l'exposé, c'est-à-dire que les grands opérateurs aval peuvent s'appuyer sur la diligence raisonnée de leurs fournisseurs, mais dans ce cas-là, il faut, voilà, les challenger, leur poser les bonnes questions et donc ce qui peut être ça peut être la phase lors de la qualification de leurs fournisseurs, le de challenger leur panel fournisseurs et leurs fournisseurs en leur posant des questions, sur le RDUE, peut-être en faisant des fiches d'identité fournisseurs avec les bonnes questions. Donc là, LCB, on est en train de faire une procédure, pour vous donner des éléments, si vous êtes dans le cadre, d'un opérateur, aval, d'un grand opérateur aval ou d'un grand commerçant pour avoir une procédure équilibrée, c'est-à-dire, poser les bonnes questions à son fournisseur sans refaire le travail. Caroline l'a bien dit, donc voilà, donc c'est vraiment challenger, son fournisseur, depuis, la constitution d'un panel jusqu'à peut-être des auditions, qui sont engagées sur des approvisionnements. Et après pour la déclaration de diligence raisonnée, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que vous refaites pas tout depuis le début. Par contre, vous devez avoir un logging sur la plateforme, de l'Union européenne si vous êtes une grande entreprise et là, vous devez reprendre le numéro de référence et le numéro de vérification, de votre appro
compléter les saisies. Par contre, pour les coordonnées GPS, ça sera déjà saisi par votre fournisseur. Donc, soit il les rendra visibles, soit il les cachera. C'est une possibilité, c'est ce qu'a dit Caroline. En tout cas, vous n'aurez jamais à les saisir. Et, et voilà pour ce qui est un peu des différences de partage. Et on pourra regarder après pendant les questions un peu pratiques, questions-réponses, si vous voulez qu'on fasse un zoom sur comment vérifier que son fournisseur est conforme. Très bien. On a encore tout le loisir de répondre à vos questions après en direct. Ce que je vous propose par rapport à cette classification, ces catégorisations, donc, qui n'est plus simplement opérateur et commerçant, mais ça va plus loin en fait, hein. On l'a vu, que ce soit grand, que ce soit petit, que ce soit en amont, que ce soit en aval, tout ça, ça implique des exigences différentes. On vous propose alors, un petit jeu de pistes, on peut imaginer ça, avec différents cas de figure. Alors, on ne prétend pas balayer l'ensemble des cas de figure que vous allez pouvoir rencontrer ou dans lesquels vous vous situez, mais pour un peu illustrer ce qu'on vient de dire. Donc, vous avez là un schéma. Donc, en bleu, on est dans le marché de l'Union européenne. On est au sein des frontières de l'Union européenne. En orange, sur le côté, nous sommes sur l'extra-européen, donc éventuellement des approvisionnements qui viendraient de l'extérieur. Alors, partons du début. On a une forêt, par exemple, française, qui approvisionne, on va dire, un exploitant forestier. Cet exploitant forestier qui achète le bois, hein, on va considérer qu'il est acheteur de cette matière, puisque c'est à peu près là que se fait ce maillon, devient, qu'il soit petit ou grand, un opérateur amont, c'est-à-dire le tout premier à être confronté à collecter toutes les informations d'origine et de non-déforestation, d'égalité et autres. En parallèle, prenons un deuxième cas, une forêt située en extra-européen, donc en dehors de l'Union européenne, qui est mise sur le marché de l'Union européenne par un importateur qui approvisionne ces bois-là qui viennent d'extérieur. Ces deux types d'acteurs sont concernés par le système de diligence raisonnée complet, qui varie en fonction du niveau de risque de la catégorie UE des pays d'approvisionnement pour l'importateur, et pour les deux d'ailleurs, pour les deux. Et ils sont soumis à déclaration de diligence raisonnée. Donc SDR, système de déclaration, système de diligence raisonnée, DDR, déclaration de diligence raisonnée. Dans le cadre de l'importateur, petite subtilité, il faudra qu'il fasse sa déclaration de diligence raisonnée avant le dédouanement pour obtenir son document de mise en libre circulation obtenu auprès des douanes. Continuons le process. Ces deux entités vendent leurs produits à un grand opérateur, c'est-à-dire un transformateur qui n'est pas une PME, qui se situe donc après dans la chaîne. Cet opérateur étant non PME, il est donc soumis à système de diligence raisonnée. Il est soumis à déclaration de diligence raisonnée quand il va vendre ses produits. Petite subtilité sur le système de diligence raisonnée dans ces cas-là. On l'a dit, ils doivent, entre guillemets, faire une diligence raisonnée, mais tout en ayant la possibilité de se référer à la diligence raisonnée de ses fournisseurs. Donc, il peut ne pas tout refaire s'il arrive à obtenir les éléments de preuve auprès de ses fournisseurs. Continuons, c'est la petite astérix que vous voyez en bas de l'écran. Continuons le schéma. Ce grand opérateur et l'importateur, pour X raison, vendent à un PME opérateur, c'est-à-dire un transformateur, quelqu'un qui change le produit, mais qui est PME. Alors, dans ces cas-là, pour ces approvisionnements-là, cette PME, cet opérateur PME, n'est pas soumis à diligence raisonnée. Donc, il ne met pas en place la diligence raisonnée. Il ne fait pas de déclaration de diligence raisonnée sur le système de l'Union européenne. Il a juste comme, entre guillemets, exigence, on l'a vu tout à l'heure, de collecter les informations fournisseurs, de tenir un registre de ses clients et de collecter les numéros des déclarations de diligence raisonnée précédentes. C'est tout. Mais prenons un cas, toujours pour ce même opérateur, qui s'approvisionnerait directement d'une forêt française, par exemple, et également qui s'approvisionnerait en direct d'une forêt extra-européenne. Alors là, étant donné que ces produits-là ne seront pas passés par un premier metteur en marché, alors ce PME opérateur aval, même s'il est PME, il devient opérateur amont et devient donc responsable de mettre en place une diligence raisonnée et de faire une déclaration de diligence raisonnée pour ces approvisionnements-là uniquement, ceux qu'il a obtenus en direct, qui ne sont pas passés par d'autres opérateurs en amont. J'espère que c'est clair.
Continuons notre petit jeu. Cet opérateur PME vend ses produits à un grand commerçant qui lui-même le vendra après à d'autres. Ce grand commerçant, étant donné qu'il est non PME, alors d'abord, ce grand commerçant, petite subtilité, il peut, par exemple, pour les produits approvisionnés en forêt directement à un producteur forestier français ou extra-européen, ce grand commerçant peut se faire mandateur de son fournisseur petit PME pour lui-même faire la déclaration, la diligence raisonnée et la déclaration de diligence raisonnée de ses approvisionnements. C'est possible, la notion de mandataire est prévue dans le règlement. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis par ailleurs, il est par ailleurs ce grand commerçant de toute manière responsable de la diligence, de mettre en place, enfin, oui, de mettre en place une diligence raisonnée qui est liée toujours à la possibilité de se référer à ce qui a été fait auparavant, c'est-à-dire en l'occurrence de remonter ici s'il l'a fait, remonter peut-être ici au niveau du grand opérateur qui était encore avant, et peut-être remonter avant, ça dépend en fait de la qualité de la diligence raisonnée des fournisseurs. Mais il est quand même responsable, il a la responsabilité juridique d'avoir une conclusion sur la diligence, sur le résultat de la diligence raisonnée, et il est soumis aussi à déclaration de diligence raisonnée quand il va mettre ses produits sur le marché. On remonte à ce grand opérateur aval, là tout en haut, là qu'on a vu au début. Ce grand opérateur, on va dire qu'il vend également à un petit commerçant, un commerçant qui est une PME au sens du règlement. Alors, dans ces cas-là, ce commerçant, lui, n'est pas soumis à diligence raisonnée, n'est pas soumis à déclaration de diligence raisonnée. C'est la deuxième petite astérix que vous voyez en bas. Ils doivent communiquer, enfin, retenir un registre des fournisseurs, des clients. Continuons avec ce grand opérateur qui vend aussi à un grand commerçant directement. Eh bien, également, ce grand commerçant sera soumis à un système de diligence raisonnée en se référant à celle précédente, mais il sera soumis à déclaration de diligence raisonnée. On continue. Ce grand commerçant et ce commerçant PME vendent à un grand opérateur en aval. Ce grand opérateur en aval sera soumis à diligence raisonnée et à déclaration, tout en ayant la possibilité de se référer au système de diligence raisonnée précédent, aux preuves de diligence raisonnée précédentes. Dernière petite subtilité, ce grand opérateur, toujours le même là-haut, là, il vend aussi à un exportateur qui va vendre en dehors du marché de l'Union européenne. Alors cet exportateur, qu'il soit petit ou gros, il est soumis à un système de diligence raisonnée tout en se référant à ceux d'avant et à déclaration de diligence raisonnée. Je ne l'ai pas mis dans ce schéma, on aurait pu imaginer cet exportateur-là, s'il exporte directement des bois dont il s'approvisionnerait directement dans une forêt française, européenne, il serait soumis aussi à diligence raisonnée directe. Là, il serait obligé de faire toute la diligence raisonnée des approvisionnements qu'il prendrait directement à la source. Donc, c'est des exemples, pas forcément tous connus, enfin, forcément tous, on va dire, applicables dans votre situation, mais c'est pour vous montrer un peu les différentes, en fonction des différents maillons d'une chaîne d'approvisionnement qui peuvent être plus ou moins complexes en fonction des filières, il y a la possibilité d'être plusieurs types d'acteurs, par exemple. On l'a vu, là, cet opérateur PME, normalement, il n'est pas soumis à déclaration de diligence raisonnée s'il approvisionne des bois qui ont déjà fait l'objet d'une déclaration de diligence raisonnée. Mais s'il approvisionne des produits qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de diligence raisonnée, il devient opérateur amont, parce qu'il devient le premier à mettre une partie de ses approvisionnements sur le marché de l'Union européenne. Donc voilà un peu pour illustrer toutes alors c'est un peu complexe, c'est pour ça que c'est pas mal de le faire au fur et à mesure. On aura l'occasion d'en reparler par la suite. Je ne sais pas si Alessandra, tu as quelque chose à ajouter à ce niveau-là. Non, c'est parfait. Après, on pourra prendre vos questions et puis voir, un petit peu, n'hésitez pas à nous mettre vraiment dans le jeu de où vous situez, pardon, dans la chaîne d'approvisionnement pour qu'on puisse vous répondre, qu'on essaye de vous répondre en tout cas Ah, et aussi dans les allô? questions-réponses. Oui, tu m'entends? Non, je ne sais pas si c'est moi ou toi qui a été coupé, mais oui. Vas-y. OK, je vais couper ma caméra, peut-être que ça sera mieux. Je sais pas, pourtant j'ai plein de réseaux ici. Oui, en tout cas, on peut prendre votre question là, donc n'hésitez pas à lever la main en direct pour nous dire quelle est votre position, quelles sont vos interrogations pour en répondre et qu'on essaye de faire un cas concret avec vous, aujourd'hui. Alors, normalement, vous pouvez activer vos micros, hein. Je crois qu'ils ne sont pas. Là, voilà, je peux
Voilà, on a déjà. Donc, Monsieur Nafea, je pense, voudrait poser sa question. Il faut juste désactiver votre micro, hein, c'est possible. Monsieur Nasser Nafea, je ne sais pas si vous nous entendez, vous pouvez parler. Bon, bonjour. Oui, merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment très enrichissante et ben, encore, j'ai une question. J'ai plein de questions. J'ai préparé les questions durant mon analyse pour la RDE. Bon, ma première question, c'est très simple. C'est que parfois, il y a au sein de l'Union européenne une PME qui peut faire acheter du bois à partir directement de la forêt, donc d'un agent forestier. D'accord? Et cette PME-là, il va prendre ce bois. Ce bois-là, ce PME-là, est-ce qu'il doit faire la diligence raisonnée comme quelqu'un qui fait l'importation extra-européen, il est considéré comme opérateur amont. Et si c'est le cas, donc c'est pour ça donc dans ce cas-là, donc cette PME, il va faire la diligence raisonnée et donc s'il y a un non PME après, il doit seulement faire la référence à la diligence raisonnée qui est faite par la PME en amont. Et ça, ce cas-là, il dépend de deux phases. Soit la phase qui est avant l'entrée en vigueur, l'entrée en exercice de la RDE pour les PME, et la phase qui est après, c'est-à-dire que la RDE sera applicable aussi pour les PME. Donc, j'espère que j'ai posé la question un peu plus simple, le maximum possible. Merci. Alors, merci pour la première question. Donc, effectivement, si c'est une PME, mais qu'il achète du bois directement en forêt, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de maillon d'achat-vente en fait avant. Si c'est la première fois que ce produit bois, donc en l'occurrence des grumes, on peut imaginer, sont vendus à cet exploitant forestier, cet opérateur forestier, entrepreneur forestier dont vous parliez, même s'il est PME, il est soumis à diligence raisonnée complète, puisque c'est le tout premier maillon qui va pouvoir fournir les informations d'une part dans le système d'information, c'est-à-dire qu'il va fournir les coordonnées de géolocalisation, en plus des informations sur le produit, et il est le premier à devoir conserver des informations comme quoi il a bien mené une diligence raisonnée sur les aspects déforestation et légalité. Voilà. Et pour compléter, si c'est le cas d'un achat, on va dire national domestique, il se peut, on va attendre, le benchmarking, l'analyse comparative de la CE, mais il se peut que, je vais prendre un exemple sur la France, que la France soit considérée à bas risque et dans ce cas, l'acteur PME devra collecter évidemment les points de géolocalisation, la description du produit, la quantité, le nom, les informations, mais il ne devra pas faire l'analyse que de risque. C'est-à-dire, vu que le pays est classé comme faible risque, il n'aura pas à se demander s'il y a des risques de déforestation, de dégradation et faire son analyse complète. Là, ça s'arrêtera. Et pour la deuxième et par contre, si c'est, dans un pays qui est soit pas, analysé par la Commission européenne, soit qui, est considéré comme risque élevé, bah, là, il aura le système de diligence raisonnée totale, c'est-à-dire l'évaluation des risques qui est basée sur la collecte, l'évaluation des risques et l'atténuation des risques. Il faudra qu'il fasse tout ça, même si c'est, même une micro, si c'est une personne, mais qu'il est le premier maillon de la chaîne, il aura toutes ces obligations-là. Évidemment, il devra également faire sa déclaration sur le système d'information de l'Union européenne. Donc si vous avez des fournisseurs comme ça, bien leur dire: «On a préparé des notes d'information que vous retrouverez», là, je vais le présenter après, mais en tout cas sur l'espace membre de LCB et on l'a mis aussi pas mal dans des news, des, lettres d'information à envoyer à vos fournisseurs s'ils sont dans ce cadre-là pour bien leur dire que, bah, ils devront, se faire un logging, par exemple, sur le site, de l'Union européenne, pour faire des déclarations de diligence raisonnée parce qu'ils y seront, bah, obligés et qu'ils devront aussi récupérer les points GPS. Pour la deuxième partie de la question, tu veux commencer à répondre, Caroline, ou j'y vais? J'ai pas forcément. Je te laisse faire, vas-y, parce que j'étais en train de noter quelque chose. OK, d'accord. Pour la deuxième partie de la question, c'est si en fait, vous avez entre, il y a oui voilà, le calendrier qui est pas le même.
C'est-à-dire que vous êtes considéré comme une grande entreprise, mais vous achetez à une PME. Donc, du coup, on a vu, il a le package total, sauf qu'il n'a pas le rapportage, l'obligation d'avoir un reporting. Mais par contre, sur les plus grosses informations, eh ben, il doit faire son système et avoir un numéro de déclaration de diligence raisonnée à vous donner. Par contre, on va se placer, vous êtes une grosse entreprise et vous allez être, sous les obligations du RDE à partir du 2 mars, par exemple. Enfin, vous faites un achat 2 mars à cette PME et ben, il se trouve que votre fournisseur qui est PME, lui, sera pas encore obligé à faire tout ça parce que pour lui, le RDE sera pas encore rentré en application. Et donc là, il faudra qu'il vous fournisse peut-être la preuve, de son statut, je sais pas. Il faudra qu'on travaille avec le ministère pour voir justement le jalonnage, du calendrier, pour voir ce que ça implique, ce cadre-là. Donc, on le note pour en parler avec le ministère. Normalement, si, soit vous prenez 0 risque et vous dites: «Bon, je vais faire attention à mon appro», en tout cas, je vais lui demander peut-être de se conformer comme si, c'était déjà le RDE pour lui. Mais si on prend la théorie, normalement, il est pas encore obligé, donc il se peut que vous ayez pas à lui demander tout ça. Ça, on va vraiment prendre la question, si je l'ai bien comprise, hein. N'hésitez pas à me le dire pour répondre, mais on voudrait avoir une réponse, pas de LCB à TIVT, mais plutôt une réponse, officielle, du ministère ou, de la Commission européenne. En tout cas, voilà. Là, on la note bien, on l'avait déjà un peu en tête et on voudrait que ça soit clair. On avait fait un rendez-vous avec le ministère, de la transition, écologique qui est un peu, il y a 2 autorités compétentes pour la France, c'est, ministère de la transition écologique et le ministère de l'agriculture. Et ils nous ont dit qu'ils préparaient au niveau de la CE une 4e FAQ, donc j'espère que ça fera partie de la FAQ. En tout cas, on va remonter cette question qui est très importante. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un, du ministère, un représentant du ministère dans l'atelier. Hésitez pas aussi à répondre, si vous avez la question. La réponse, pardon. Voilà. Je crois que c'était ça, si, il y avait, voilà. Est-ce qu'on a répondu à la totalité de la question? Monsieur Naféa? En tout cas, n'hésitez pas si, Merci, j'ai bien compris la réponse et donc c'est ça, on va voir comment gérer, hein. Merci, mais en tout cas, merci pour la réponse, oui, c'est clair. Je propose qu'on prenne, alors, parce que après, ce qui reste dans la présentation, ce qui restait, c'est avant tout la liste des supports d'information disponibles. Donc ça, vous pourrez les retrouver dans la présentation qu'on vous fera parvenir. Il y a les documents, il y a les documents, donc LCB, ATIBT, donc nos pages web, la fac qu'on met à jour régulièrement avec Alessandra. Et après, les documents officiels du RDUE, donc le texte, la fac de la Commission européenne, le document d'orientation qui est sorti il y a quelques mois, la fiche spécifique au PME et enfin la petite guide qui est sortie la semaine dernière